de manière très forte et juste. Nous retiendrons qu'en effet, il y a des individus qui prennent en otage des pays et qui font du jeu démocratique un jeu de dupes, un jeu de massacre. Et que les institutions deviennent des leviers pour uniquement servir leurs intérêts. La fédéralitude veut mettre l'homme au centre de tout, être un acteur. Moi, ce que j'aimerais te poser comme question, Grégory, et ça sera mon unique question, par rapport au continent africain et même par rapport aux autres pays à travers le monde, comment la fédéralitude peut amener les individus à avoir cette maturité d'être au centre de tout. Mais la solution est simple. La fédéralitude n'a pas la prétention de s'imposer aux hommes. C'est déjà l'un des points forts de ce mécanisme. Nous ne sommes pas là pour imposer notre vision. Nous sommes là pour éveiller les consciences des uns et des autres et surtout pour dire à tous les hommes, hommes avec un grand H bien entendu, qu'il y a d'autres possibilités. Il y a une autre façon de gérer qui est possible. Il y a une autre façon d'organiser nos États. Le fédéralisme n'est qu'une façon, un système d'organisation de l'État. C'est possible. Une fois que chacun a compris les tenants et les aboutissants de la fédéralitude, il appartient à chacun de nous d'être acteur de la fédéralitude. Ce n'est pas monsieur Grégory qui va aller au fin fond du Val-de-Marne pour rester en France, pour commencer à dire à chacun, oui, tu as le droit de faire ceci, tu as le droit de faire cela, tu as le droit de revendiquer ceci ou de revendiquer cela. Tu as le droit de te faire soigner. Tu as le droit d'aller à l'école. Tu as le droit d'avoir accès à une bibliothèque. Tu as le droit de pouvoir aller accéder à un ordinateur, faire des recherches sur le net. C'est pas à moi de le faire. C'est à chacun de nous de prendre conscience de ses droits, de prendre conscience de l'intérêt de la fédéralitude, d'abord pour lui-même, ensuite pour ses enfants, et c'est ensuite à chacun de nous d'être le promoteur de la fédéralitude. La fédéralitude se veut être une porte qui nous mènera à la gouvernance bienveillante. La gouvernance bienveillante, c'est quoi? C'est juste de la gouvernance avec un peu, on va dire un tout petit peu d'empathie. L'empathie, c'est de l'empathie que naît l'amour pour son prochain. Si on n'a pas d'empathie, rien n'est possible. Une fois que les gouvernants vont commencer à avoir un peu d'empathie pour leur population, et une fois qu'ils seront contraints par des populations qui auront conscience du pouvoir qui est entre leurs mains et des droits qui sont les leurs, ils changeront. Moi, j'ai rencontré ici, il y a maintenant 2 ans, un homme politique gabonais qui venait pour faire un meeting parce qu'il ambitionnait de se présenter avant qu'il y ait une coalition à l'élection présidentielle. Et quelqu'un lui a demandé, oui, mais est-ce que vous allez continuer votre politique d'apporter des cuisses de poulet, etc., aux populations pour qu'ils votent pour vous? Sa réponse a été, pour certains, elle a été méchante, mais pour d'autres, elle a été très franche. Moi, j'ai trouvé très franche, sa réponse. Il a dit, le jour où les populations exigeront plus d'un politicien, ils auront plus. Tout est là. Je vous remercie. Merci Grégory. J'appelle Vandana Keo à prendre la parole. Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Merci José. Je vais débuter comme notre précédent interlocuteur qui était excellent et je le félicite. Je vais commencer par raconter une histoire aussi. Alors mon histoire,
c'est la rencontre avec... Ma rencontre avec José, c'est par rapport donc aux réseaux sociaux. Nous nous sommes rencontrés sur les réseaux sociaux et c'est pour ça qu'il est important de souligner le facteur des réseaux sociaux, l'importance des réseaux sociaux. Combien il est important aujourd'hui la possibilité pour des êtres humains de partout dans le monde de se rencontrer et de se connaître et de s'informer sur les différentes activités que l'un et l'autre pouvons faire. Donc en l'occurrence, José avait écouté un des débats ou un des discours que j'avais fait au Trocadéro et je pense que c'est à partir de là que nous nous sommes contactés pour dire que nous avons peut-être les mêmes idées. Et en effet, en écoutant les discours à mon tour de José, en écoutant, en lisant la charte de qualité de Fédéralitude internationale, je me suis rendu compte que oui, en effet, nous avons les mêmes idées et que nous défendons les mêmes causes. Les causes que je défends et que vous pouvez voir sur les différentes vidéos ou interventions que j'ai pu réaliser, nous défendons les mêmes causes, c'est-à-dire les droits fondamentaux, la démocratie et l'état de droit. Il est important aujourd'hui que chacun de nous prenne conscience de ce qui se passe. Et les informations qui sont véhiculées par les réseaux sociaux, par les interventions des journalistes, par les médias, par tout moyen de communication sont essentielles. Je me présente, je suis Vadana Keo et je suis juriste depuis plus de 15 ans. Je suis aussi entrepreneur. Je milite pour la défense des droits de l'homme, pour la démocratie, pour l'état de droit. Je suis actuellement président du comité France Justice for Cambodia, où j'ai œuvré énormément ces derniers temps pour la démocratie du Cambodge. Est-ce que vous connaissez la situation actuelle du Cambodge? Alors, ceux qui connaissent la situation, je veux juste qu'on lève les mains, parce que c'est important de savoir combien de personnes connaissent la situation du Cambodge. Donc, 2 personnes. Voilà. 3 personnes. 4 personnes. Une demi-personne. Une demi-personne. Bon. On n'a pas forcément la majorité. Donc cela veut dire que c'est important que je vous informe de la situation critique de la démocratie au Cambodge actuel. Depuis cet été, et je vais raccourcir, hein. Donc depuis cet été, il y a eu des amendements qui ont été pris par le gouvernement. Suite à ces amendements, on a le leader d'opposition de la partie principale d'opposition, M. Kem Sokha, qui a été emprisonné. Et le 26 novembre 2017, c'est tout récent, comme vous voyez, malheureusement, la Cour suprême du Cambodge a supprimé la partie principale d'opposition, la CNRP, ce qui fait que nous avons perdu totalement notre démocratie. Or, les votes, c'est pour 29 juillet 2018. Quelle coïncidence! Donc, oui, en effet, certains politiciens peuvent faire ce qu'ils veulent d'un pays et d'un peuple. Il est important que nous nous donnons la main, que nous nous tenons la main pour défendre nos droits, pour défendre, et je ne parle pas de n'importe quel droit, je parle des droits fondamentaux. Là, en l'occurrence, ce sont des droits de vote. C'est vraiment essentiel pour un peuple. Donc c'est pour ça que je vous remercie de m'avoir invité et de pouvoir vous exprimer ma défense par rapport donc à mon pays et par rapport à d'autres pays, parce que ça ne touche pas uniquement le Cambodge, ça touche des milliers de pays.
Mon objectif aujourd'hui, enfin mon objectif dans mes projets à venir, c'est de mettre en place un système humanitaire et économique pour pallier justement à la carence des pays non démocratiques. Et c'est pour ça que je suis fondatrice d'une ONG qui s'appelle ONG Buddha Child. Pourquoi il est urgent de faire face à tous ces problèmes? Pourquoi il est urgent aujourd'hui de trouver un système humanitaire et économique? Parce que on est face à la décadence de la démocratie. Et je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Parce qu'il y a une augmentation de l'écart des richesses. Et parce qu'il y a des catastrophes écologiques importantes. Donc là, on n'est même plus à la défense humaine. On est au-delà de la défense humaine. On est sur des problématiques qui vont toucher quelle que soit la situation de la personne, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit intelligent, qu'il ne soit pas intelligent, qu'il a un toit ou qu'il n'a pas de toit, qu'il a des habits, qu'il soit tout nu ou autre. Et là, c'est ça la prise de conscience. Et c'est pour ça que je rejoins complètement Fédéralitude internationale. La Fédéralitude internationale, c'est le mouvement qui vous fait prendre conscience de la réalité et qui va œuvrer pour trouver aussi un système humanitaire et économique pour pallier à la carence des pays non démocratiques. Revenons sur pourquoi la décadence de la démocratie. Est-ce que vous savez combien il y a de pays en pourcentage qui sont démocratiques? Dites-moi. 20%. Eh bien, c'est déjà trop haut. Ah, je suis optimiste. 3%. 3%? Oh non, C'est un peu plus. un petit peu plus. 10%. Alors, on y va pour 10. Non 10%. Bah, vous n'êtes pas loin. Alors, 2016, on a comptabilisé un peu plus, presque 12% des pays dans le monde sont véritablement démocratiques. C'est vraiment très peu par rapport à l'ensemble. Donc vous voyez, c'est important que je vous prends conscience de la situation. 12%. On aurait cru 20%. Moi aussi, la première fois, avant de vérifier les chiffres, j'avais dit 20%. Et quand j'ai regardé, je me dis 12%, mon Dieu. On est dans un monde en décadence. Je vais prendre un exemple et je vais vous prendre l'exemple que je défends actuellement, c'est la zone économique de l'Asie du Sud-Est. Dans cette zone économique de l'Asie du Sud-Est, on constate que 3 pays à peu près qui ont une démocratie hybride. On peut relever le Japon, Taïwan et la Corée. Du Sud, bien sûr. J'entendais vraiment. Excusez-moi, Je pensais pas que ce soit autre chose. Mais oui, vous avez raison de le préciser. Et donc, on va se pencher sur la situation, par exemple, de la Thaïlande. La Thaïlande a vécu 500 ans sans véritablement de crise. Et ce n'est qu'en 2013 qu'elle commence à connaître des crises. Rendez-vous compte de la décadence? Rendez-vous compte qu'aujourd'hui, il est important de se réveiller, de s'unir et de se donner la main pour qu'on lutte ensemble pour les vrais droits, qui sont les droits fondamentaux. Là, on se bat pas pour des cacahuètes ou des chips, hein. On se bat pour nos droits fondamentaux. On se bat pour l'avenir de nos enfants. Et je reprends. Madame, notre journaliste, nous a précisé, la jeunesse est importante. Au Cambodge, par exemple, on relève 33% des jeunes qui ont moins de 15 ans. Rendez-vous compte, 33% des jeunes qui ont moins de 15 ans. Donc ça veut dire que demain, le monde va être fait de jeunes.
Et ces jeunes-là, ils vont se révolter forcément. Donc il est important et urgent que nos politiciens, nos intellectuels, commencent à réfléchir sur le devenir de ces jeunes. Et si vraiment il faut continuer à avoir ce quota qui est très peu, ce pourcentage qui est très peu, qui est de 12% des pays dans le monde qui connaissent la démocratie. Maintenant, il est aussi urgent de relever qu'il y a une augmentation de l'écart des richesses. Alors, qui peut me dire combien gagne, combien peut vivre, allez, un Cambodgien au Cambodge? Avec combien il peut vivre? Avec combien il peut vivre par jour? En équivalent euro. En équivalent, on peut parler de dollars, on peut parler de dollars ou d'euros. Allons-y. Pour que ça soit plus compréhensible. Oui, Moins $1. c'est ça. Donc moins d'1 euro. Allez, Ouais, c'est absolument, absolument. Et combien gagne le plus riche? c'est plus que ça. Ah bah oui. Ah, ça, c'est sûr. 1 à 100, je dirais, moi. Des rapports de 1 à 100. Non. Des millions. Non, 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 non. On peut parler de milliards. Bien sûr, bien sûr. De milliards. Absolument. Donc exactement C'était 7. gentil, Gauthier. Ah ouais, vous étiez gentil. Là, on est à 7 milliards C'est colossal. de dollars. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui gagnent 7 milliards de dollars pendant que d'autres vivent avec moins de 1 dollar par jour. Quasi mort de faim, c'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave. Ah oui. De malnutrition, d'appauvrissement, atteint par des maladies, etc., etc. C'est intolérable. Mais c'est à l'image d'aussi les 10%, 10% à peine qui gagnent quand même 90% de revenus mondiaux, pendant que 90% ne vivent qu'avec 10%. Et nous en faisons partie. Eh ben oui. Oui, oui, oui. On peut tout à L'image fait- est parfaite là. Pardon? Parce que l'image que vous avez donnée est parfaite. Ça représente la réalité du Ah bah, monde. c'est Du monde, hein. c'est la réalité. Et c'est pour ça que c'est important de le préciser. Ouais, et à l'échelle d'un pays, à l'échelle du monde, c'est effarant. Oui, c'est effarant, Ouais, effarant, c'est tout à fait. stupéfiant. Et maintenant, il faut souligner aussi que les 1% des plus riches, Oui. ils vont récolter les 82%, d'accord, d'augmentation de richesse créée. Attention, ce sont les chiffres de 2017. Peut-être les chiffres de 2016, Donc je répète, 2000. les 1% des plus riches Ouais. ont récupéré 82% des richesses créées en 2017. C'est ça, oui. C'est C'est effarant. ouais, absolument. Et donc c'est important de réagir par rapport à ça. C'est important d'essayer de trouver un système économique et humanitaire qui va essayer de justement de diminuer cet écart. Et je pense que, et je rejoins tout à fait José, il est important que l'intelligence collective intervienne. Pour moi, l'ennemi de la tyrannie, c'est bien l'intelligence humaine Oui. et collective. Et donc, c'est très bien que nous nous réunissons, c'est très bien que Fédéralitude Internationale continue à faire prendre conscience à l'humanité de ces écarts et de cette décadence démocratique. Parce que demain, c'est même pas demain, aujourd'hui, nous faisons face à d'autres problèmes beaucoup plus catastrophiques. Absolument. Et c'est quoi comme problème? C'est les catastrophes naturelles qui touchent tout le monde, que celui qui gagne 7 milliards de dollars comme celui qui gagne moins de 1 dollar. Donc ça, c'est vraiment une prise de conscience qu'il faut que tout le monde arrive à émerger et à venir en parler. Bah, l'humanité en dépend. Et bien Et sûr. Même la survie de la Terre, je pense. Ah bah oui, oui, tout à fait. Absolument. Tout à fait. Et c'est Donc là, oui, c'est ce que disait un philosophe, c'est que il a répondu à un lycéen, pas loin d'ici,
il lui a répondu, mais comment faire pour s'en sortir? Parce que là, eh bien, il m'a dit que la seule solution qui nous reste, et la dernière, c'est enfin, si on arrivait à l'unicité de l'humanité, de notre humanité, c'est-à-dire celle de chacun et celle de l'ensemble, c'est la seule solution. Sinon, on ne s'en sortira pas, c'est certain. Mais madame, bravo, moi je vous dis bravo et on va vous applaudir. Parce que non, mais c'est vrai, on va vous applaudir parce que c'est vraiment ça, c'est ça. Il faut absolument que tout le monde s'unisse. Alors c'est très difficile parce que tendre la main à un pauvre, vous pensez vraiment que celui qui gagne 7 milliards de dollars va venir dans la rue et apporter des habits ou du pain? Non. C'est très rare, parce qu'ils ne se mélangent pas. On ne se mélange pas. Et c'est ça le problème. Mais de toute façon, pour eux, l'autre n'existe pas. Donc à partir de ce moment-là, c'est ça le vrai problème. Oui. C'est la prise en compte de l'autre dans chacun de nos... Tout à fait. Tout à fait. Donc il est urgent de faire face, et je répète, à la décadence de la démocratie, à cette augmentation de l'écart de richesse et aux catastrophes naturelles. Il est aussi urgent de revoir aussi nos systèmes de fonctionnement des associations, puisque des associations, des ONG, des regroupements d'aide humanitaire et autres. Pourquoi ? Parce que les associations ne sont pas autonomes, et c'est bien ça le problème. Et tant qu'ils ne sont pas autonomes, ils ne vont pas aider véritablement le peuple. Pourquoi ne vont-ils pas aider véritablement le peuple? Parce que ils dépendent de subventions, d'aides de l'État, d'aides de gouvernement. Et donc le gouvernement, ils peuvent les faire sortir du pays. En fait, ils ont un droit sur ces associations, du fait qu'ils dépendent. Et donc, il faut absolument donner à ces associations une autonomie financière. Or, aujourd'hui, les courants habituels, c'est quoi? Les associations sont à but non lucratif. Voilà, non lucratif. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est dépassé. Il faut changer le système. Les associations ne peuvent pas continuer à être à but non lucratif parce que sinon, ils ne peuvent pas apporter de véritable aide pour l'humanité. Parce qu'ils dépendent de gouvernement. Et si le gouvernement font de la corruption, malheureusement, nos associations ne peuvent vivre. Et si les gouvernements décident de supprimer l'association, malheureusement, ces associations ne peuvent pas subsister non plus. Oui. Je vais quand même apporter une nuance de ce que je viens de dire, parce que si, tu as raison, dépendre stricto sensu du financement public est une erreur et même un autosuicide, je dirais. Oui, parce qu'à terme, effectivement, elles n'ont plus de liberté et de liberté de décision et d'existence. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Alors, mais je voudrais quand même nuancer, tu dis à but lucratif. Attention, si elles se mettent à faire du business, elles auront envie d'en faire de plus en plus de business. L'argent appelle l'argent. C'est le risque. Oui. C'est le risque encouru, c'est-à-dire qu'il y ait une oligarchie, entre guillemets, qui soit à leur tête, qui va prolonger cette philosophie de faire du fric, pour faire ça, et dire, tiens, on va faire de l'argent. Et ce sera le but ultime, ça peut devenir le but ultime de l'association qui perdra sa philosophie. Voilà, mon objectif, c'est en fait... Pourquoi pas? Moi, je suis ouvert à cette idée-là. Oui. Attention, il faut bien l'encadrer. Bien sûr, mais je suis d'accord. Dans les statuts, écrire noir sur blanc les fondements précis de cette affaire-là, de façon à ce qu'il n'y ait pas de dérive après, a posteriori, de ce truc-là. Tu vois ce que je veux dire? Exactement, voilà. Exactement. En fait, mon idée... C'est très intéressant. Tu vois, moi, j'avais... Mon idée, c'était de les faire collaborer avec des entreprises.
Non pas qu'elle fonctionne comme une entreprise, Non, mais qu'elle collabore avec des entreprises et surtout que les entreprises collaborent avec ces associations. Oui. Moi, j'entendais effectivement la nuance par rapport à ce que vient de dire monsieur. Et en même Joël. temps, Joël, excusez-moi. Et donc, apparemment, je pensais moi aussi, à partir de l'association loi 1901 administrative, effectivement, de pouvoir faire en sorte que les associations se développent. Je prends un exemple très clair. Personnellement, j'étais au conseil d'administration d'une association en Martinique où on œuvrait en faveur des personnes en situation de handicap. Mais à partir d'une association, on a monté des établissements et aujourd'hui, et dans le secteur du handicap, on a beaucoup d'associations qui sont des associations de base, qui se développent et aujourd'hui qui embauchent des salariés, mais vraiment des professionnels pour s'occuper des personnes. Donc le but, c'est effectivement de se dire comment une association peut justement se développer, comment une association est organisée pour ensuite ouvrir des structures et arriver justement à avoir une réelle place reconnue afin d'œuvrer effectivement en faveur d'une cause ou d'une autre. Et il y en a quand même de plus en plus. Moi, je travaille dans un secteur où effectivement on a beaucoup d'associations qui aujourd'hui ont réussi à se développer pour pouvoir mener des actions et embaucher des vrais professionnels pour cela. Précise, de façon autonome. De façon autonome, mais à partir du moment de façon autonome, on peut y parvenir qu'à partir du moment où au départ à la base, c'est-à-dire au niveau de la tête, je veux dire entre guillemets quelque part, on arrive à penser. Et par rapport à ce que vous venez de dire, que je trouve effectivement intéressant ce que vous avez pu développer, il y a un petit point que je voulais c'est la place des médias, parce que je regardais avec mes étudiants il n'y a pas si longtemps une vidéo très intéressante qui s'appelle Le temps du cerveau disponible. On se rend compte qu'effectivement les médias font en sorte que les cerveaux même de nos